Donc Mathieu Bouffard, je suis postdoctorant à l'Université de Nantes et je suis également très investi dans le collectif Labo 1.5. Moi, donc merci beaucoup déjà pour vos deux exposés que j'ai trouvé très intéressants. J'ai une question peut-être un peu provocatrice, mais je trouve qu'elle est intéressante, je pense, à poser. En fait, ça fait plusieurs décennies qu'on comprend de mieux en mieux le vivant sur Terre, le système climatique, et pourtant on continue d'effondrer le vivant, on continue de faire dériver le climat. Et donc, le raisonnement qui consiste à dire parce qu'on va en savoir plus sur le vivant, le système climatique, on va mieux protéger le vivant, on va être plus à même de résoudre le problème climatique. Ce raisonnement, je dis pas qu'il est faux, mais je dis qu'il me paraît pas complètement évident. Et donc, ça m'amène un peu alors, parce que souvent, la réponse qu'on se dit, c'est qu'on n'en sait pas encore assez. Voilà. Alors, la question que j'ai envie de poser, c'est si c'est vrai que parce qu'on en sait plus, on va être capable de mieux agir, à quel moment on en saura assez? Et puis, en fait, une autre question qui est, est-ce qu'il n'y a pas d'autres causes un peu plus profondes derrière? Est-ce que c'est pas notre rapport au vivant, voilà, notre façon d'être sur Terre qu'il faut changer, en fait? Alors, je sais pas ce que vous en pensez tous les deux. Donc, je travaille beaucoup avec l'expertise de IPBES, donc c'est l'équivalent de GIEC, mais pour la biodiversité. Et c'est pour exactement cette raison que l'année dernière, ils ont sorti une évaluation sur les valeurs associées avec la biodiversité. Quelle est notre relation avec la biodiversité? Et sans comprendre la valeur qu'on donne à la biodiversité, on va difficilement changer notre comportement. À l'heure actuelle, il y a une autre évaluation qui est en cours, qui est vraiment nouveau pour ce genre d'évaluation, très différent de ce qui est fait par le GIEC, qui s'appelle les changements transformateurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on sait qu'il y a le problème. Il y a une crise de biodiversité, il y a une crise climatique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment peut-on créer des conditions? Donc, d'abord, quelles transformations sont nécessaires? Et surtout, comment on peut créer des conditions de cette transformation en profondeur? Et donc, je pense que c'est très important maintenant d'aller au-delà de le constat. Et je pense que le GIEC en partie va se diriger un peu dans le même sens. Il faut qu'on comprenne pourquoi on ne fait pas cette transformation et quelles sont les choses qui peuvent libérer ces transformations et quelles sont les choses qui empêchent ces transformations. Ouais, non, j'ai rien à rajouter. Merci. Ouais, non, pardon. Peut-être un truc, c'est que, enfin, pour aller, en fait, il y a deux échelles sur lesquelles. Il me semble que le problème, c'est d'atteindre une certaine masse critique, et cette masse critique, elle a besoin de vulgarisation. Donc, il y a l'échelle médiatique et politique, voilà. Et ça, je ne sais pas pourquoi les thématiques climatiques sont pas plus reprises. En particulier quand je regarde en fusion, voilà, c'est des annonces. Voilà, c'est des annonces sensationnelles, mais voilà, qui vont pas dans le fond et qui en plus sont assez critiquables parce que c'est bien souvent du technosolutionnisme qui va faire penser aux gens, laisser à croire aux gens qu'on va avoir une énergie infinie, donc on peut continuer business as usual, mais voilà, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. J'en conviens. Oui, donc Bruno Guéral du CE à Grenoble. Je vois un lien entre vos deux exposés. Dans le premier, là, tu as dit que les biotechnologies pouvaient limiter la transformation agroécologique. Dans le deuxième, Pierre, tu dis que la promesse de la fusion, finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle, que objectivement, ça va arriver un peu tard et que du coup, il va falloir faire sans. Dans nos appels à projets, pour avoir du financement, que ce soit public ou privé, on nous demande de faire des promesses technologiques pour les sciences qui transforment le monde, comme on a dit tout à l'heure. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, il faudrait en fait commencer à changer nos façons d'être hors les promesses technologiques qui sont très incertaines. Est-ce que ça pose pas un problème éthique finalement? Parce que nous, comme scientifiques, donc finalement, on va vouloir faire des promesses parce qu'on veut faire notre métier, puis on veut dire ça va marcher. Le politique attend ça pour nous financer. Et en même temps, il faudrait réfléchir à notre transformation du monde sans ces promesses qui restent très incertaines. On peut parler de fusion,
Il y a aussi toutes les technologies de capture du carbone, etc., sur lesquelles les gens misent beaucoup. Il y en aura peut-être un jour, mais à un moment, il faut commencer sans, finalement. Donc, sur ce problème de l'éthique de l'appel à projet scientifique, est-ce que vous avez des réflexions à partager? Donc, je ne peux qu'être d'accord. C'est-à-dire que... mais le problème, c'est que ça va dépendre d'une transformation de l'ensemble de réflexions de société. C'est pas parce que il y a quelques-uns qui sont convaincus qu'il faut changer notre manière de faire de la science. On a une société, on a surtout dans le monde politique, on a surtout cette idée que la technologie, en général, va être la solution et ça va nous éviter personne. Très peu de gens sont prêts à faire le nécessaire pour faire cette transformation parce que ça va être pas facile. Et du coup, on va miser sur les solutions technologiques qui peuvent être une partie de solution, mais en trop misant sur ces solutions technologiques, ça, pour plein de raisons, le capture de carbone étant aussi un très très bon exemple, cette promesse va nous éviter de faire ce parcours difficile de transformation. Donc, il n'est pas évident de changer les appels d'offres parce que ces appels d'offres sont pilotés par les étantes de monde politique, par la société et par d'autres. Et peut-être nous, collectivement, en tant que scientifiques, on n'est pas assez sensibles à ces questions-là, en partie parce que cette réflexion sur le rôle de la technologie demande une réflexion sur le rôle de la technologie dans la société, dans le cadre économique et dans le cadre politique. Les solutions technologiques ne sont pas forcément mauvaises, mais c'est surtout quand on prend dans ces contextes-là qui peuvent être parfois néfastes. Merci. Je pense aussi que la notion même d'appel à projet, faut peut-être un peu réduire la voilure là-dessus et passer à des choses plus pérennes. Enfin, repasser à des choses plus pérennes parce que justement, je parlais de se réapproprier le temps long, quoi. Et on fait une recherche, je pense, plus mature et moins technologie orientée si on sait que on a ce qu'il faut pour la faire sur un temps long. Voilà. J'ai une question technique un peu naïve sur la fusion. Présente-toi, Guillaume. Oui, pardon, Guillaume Roux, physicien à Paris-Saclay. Ça ferait une source chaude, il faudrait une source froide. Or, les sources froides pour toutes les centrales électriques thermiques, c'est un des problèmes, notamment en lien avec le cycle de l'eau et le réchauffement. On fait les plus grosses centrales actuellement, elles font quelques gigawatts, 6 gigawatts. La promesse de la fusion nucléaire sera limitée par cette question de la source froide, près des lacs, près des fleuves ou de la mer. Donc, c'est des questions très naïves, mais il y a quelques physiciens qui ont promu cette technologie très haut depuis les années 70. Comment il n'y a pas eu de débat dans la communauté? Je pense que tous les physiciens, très naïvement, ne sont pas forcément convaincus par la fusion pour plein de raisons, y compris des gens qui sont à l'extérieur de l'expertise de la recherche en fusion. Pourquoi il n'y a pas eu de débat dans la communauté scientifique? Et j'imagine qu'il y en a eu au sein de la communauté d'expertise de la fusion. Et on a une forme de responsabilité en tant que scientifique qui est très grande, parce que c'est pas Jacques Chirac qui a imaginé le projet de fusion, c'est des scientifiques de la fusion qui l'ont fait et qui sont venus le vendre. C'est pas la recherche privée non plus, ou pas, voilà. Donc voilà, dans ce projet-là qui date des années 70, quel est votre avis sur la part de responsabilité et la part du débat qu'il y a eu à la fois entre scientifiques et à la fois en lien avec la société sur ce qui va devenir finalement un frein à d'autres alternatives? Je comprends pas bien pourquoi continuer des recherches sur la fusion, ce serait un frein à d'autres. Non, sur le projet ITER spécifiquement. Donc ITER serait un frein. C'est ce que vous avez dit, c'est que en mettant tous ces moyens là-dessus, on n'ouvre pas éventuellement la possibilité d'autres. Il y a l'effet des moyens et l'effet aussi de la promesse, qui est que quand on fait une promesse et qu'on compte dessus, on ne fait pas d'autres actions pendant ce temps-là qui pourraient être plus réalistes. Ce que disait aussi Mathieu Bouffard.
il y a un effet que la promesse devient un frein parce qu'on y croit et que du coup on empêche d'autres actions effectives. D'accord. Certes. Alors, bon, déjà, les années 70, j'étais pas né. La façon... la façon dont la recherche s'est structurée, en fait, mais ça c'est commun à toutes les disciplines. Finalement, c'est l'alternance entre foisonnement et grand projet, quoi. Je sais par exemple dans les années 60 au CEA, un thésard, une machine, avec un type de confinement différent et un foisonnement pas possible. Et puis après, 68 aidants d'ailleurs, il y a eu la volonté des thésards du CEA en fusion de partir sur le projet qui est devenu le tokamak de Fontenay-aux-Roses. Voilà, enfin bref, ça c'est de l'historique, c'est pour dire qu'il y a toujours cette balance entre le foisonnement et le grand projet. Je pense que les deux sont bons, il n'y a pas à les opposer. Après la question c'est le financement, mais le financement, l'argent c'est pas une grandeur physique. Mais est-ce que ça n'interroge pas quand même la capacité critique de la communauté? C'est-à-dire que est-ce qu'on n'a pas un problème avec le fait qu'on a du mal finalement à dessouder le projet de recherche du voisin? On peut le faire aujourd'hui dans le cadre des comités d'évaluation, etc., mais ça reste en chambre, entre guillemets. Ça se voit pas. Mais aller dire franchement aux collègues, écoute, ton idée elle est sympa, mais en fait c'est de la flûte, ou alors tu vends du rêve, c'est quelque chose finalement qui n'existe pas trop dans la communauté scientifique, ça ne se dit pas, ça ne se prend pas comme ça. Est-ce que ça fait pas partie aussi, cet aspect un peu réflexif des évolutions dont on a besoin? Bon, on parlera éthique de la recherche plutôt cet après-midi, mais... Donc, je pense qu'une partie de ça, c'est que cette réflexion est très difficile quand on est dans son seule discipline. Et donc, car il nous manque un peu de recul des autres disciplines sur ce qu'on fait. Donc, on a une idée qui est géniale. On ne voit pas tout de suite nous-mêmes le limite que ça va imposer parce qu'on voit plutôt la promesse de ça et on ne voit pas ce qui tourne autour de ça. Et ça, c'est parce que les retombées sociétales, politiques, économiques ne sont pas évidentes. Je prends une promesse de la biotechnologie pour l'agriculture, c'est qu'on peut produire énormément sur moins de terre. Et donc, comment on peut faire ça? Il y aura plus de place pour la nature. Le problème, c'est que si tu parles à un économiste, qu'est-ce qui se passe si tu produis plus sur une même parcelle de terre? Est-ce que tu vas arrêter de produire sur l'autre terre que tu as déjà converti en agriculture? Et la réponse est non. Donc, et surtout, si tu en tires plus de profit, tu auras plus d'argent et tu peux couper la forêt à côté et faire encore plus d'argent. Donc, quand on fait cette réflexion sur la biotechnologie pour l'agriculture, est-ce que les personnes, la promesse du maïs qui est résistant aux sécheresses, c'est une promesse qui est extraordinaire. Mais est-ce qu'on a cette réflexion de penser quelles sont les vraies retombées plus larges de ça dans un contexte qui est nettement au-delà de cette réflexion sur la seule chose, je vais produire le maïs en endroit où il n'y a pas suffisamment d'eau. Il y avait une dernière question là-bas. Oui, bonjour, Sophie Casamias, je suis une collègue de Pierre Moret, je travaille dans le domaine des lasers et de la fusion plutôt laser. Merci pour vos présentations. J'ai eu plusieurs discussions avec des collègues qui ont fait des voyages aux États-Unis et je fais référence à votre accent. Peut-être que vous êtes américain de naissance ou pas, mais c'est pas grave. Vous connaissez certainement mieux le monde anglo-saxon que moi. On nous raconte que aux États-Unis, l'idée que la technologie pourrait être la solution aux problèmes de l'humanité et en particulier aux problèmes de la crise énergétique
est plus prégnante que chez nous, et que même des scientifiques, des gens comme nous, mais vivant aux États-Unis, ont une approche de la crise énergétique totalement différente de la nôtre. Est-ce que vous confirmez ? Donc je peux confirmer indirectement, c'est-à-dire que ma femme est le coordinateur d'IPBES, et donc dans ce rôle-là, elle a déjà assisté à plusieurs réunions de G7. Et les Américains, quand on parle de changement climatique, maintenant, ils sont des yeux qui ouvrent comme ça pour dire que, ah oui, on va gagner de l'argent, on va être le leader mondial de technologie pour résoudre le problème de changement climatique. Et que tout ça va être une grande enjeu en termes de compétition internationale, économique, pour trouver des solutions pour le changement climatique. Et quand on regarde donc chaque pays maintenant est censé faire leur plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quand on regarde ceux des États-Unis, ils sont pas vraiment, ils sont vaguement partis de l'accord de Paris. Donc quand on regarde leur plan national, il est très très orienté technologique par rapport à d'autres pays. Okay, on prend une dernière intervention pour rééquilibrer notre parité. On fera beaucoup mieux cet après-midi, hein, c'est promis, ne vous inquiétez pas. Bonjour, Baptiste Gaz, doctorant au CEA Saclay. C'est fini. Non mais vas-y, parce que tu as le micro, on va tout faire et puis on va réduire sur le café. Okay. Vas-y. C'est deux questions rapides pour Monsieur Morel. Une. Donc ITER, c'est un réacteur expérimental. Moi, au CEA, je travaille plutôt sur les REP, donc j'ai peut-être loupé l'info, mais du coup, est-ce que ça a été acté qu'on peut récupérer plus d'énergie qu'on en a eu besoin pour produire le plasma de la fusion? Première question. Et la deuxième, là, je me projette dans le monde où on a réussi à raccorder au réseau des réacteurs à fusion. Quand on voit le planisphère que vous avez présenté, on peut s'attendre à ce que ce soit les pays riches et déjà nucléarisés, que les premiers clients de ce genre de réacteurs. Et votre avis m'intéresse sur savoir si on pourrait les vendre à des pays qui sont en train ou au cours du siècle à venir, qui vont amorcer leur transition énergétique. Merci. Donc je vais répondre à la dernière. Tu me rappelleras la première parce que je pense que je vais l'oublier. Ah oui, effectivement. Alors ça permet d'évoquer des choses que j'ai pas évoquées. C'est que déjà ITER au départ, c'est un projet qui est libre de brevet, au sens tous les acteurs, toutes les parties doivent acquérir les compétences pour industriels et techniques et techno pour maîtriser les technos en fait de chaque élément d'ITER. Et ça fait d'ailleurs que l'estimation financière d'ITER elle est toujours assez compliquée parce que tout ce qui constitue ITER est fourni en nature par les parties. Typiquement un des aimants est arrivé de Russie et c'était pendant le début de la guerre, enfin l'invasion russe en Ukraine et voilà, cet aimant il a quand même réussi à passer finalement parce que c'est sur un projet international, voilà. Voilà. Donc c'est pour dire que chaque partie cherche à maîtriser. Alors après, donc libre de brevet, donc comment ça va pouvoir être transmis aux pays non partis, ça. J'en sais rien. Mais voilà, il y avait ça dès le départ. Et c'est aussi pour ça que j'ai un peu insisté sur le changement de philosophie avec les nouveaux acteurs startups, c'est que eux déposent des brevets. Et en fait, ils vont marchandiser des technos qui peuvent devenir critiques pour des futurs réacteurs à fusion. Voilà. La première question, du coup. C'était, est-ce qu'il avait été acté qu'on peut récupérer plus d'énergie que ce qu'il en a fallu pour... Non, oui, effectivement. Donc c'est un réacteur expérimental et c'est pas récupérer de l'énergie, c'est produire dans le réacteur une puissance de 500 MW. La partie récupération, c'est l'objet de démo. C'est aussi pour ça que dans une des questions, on parlait de sources froides. En fait, c'est pas encore à l'heure actuelle dans les projets. Enfin, c'est dans les projets démo, mais c'est l'étape prochaine de réacteur. C'est pas encore ITER. Voilà.
Bonjour, je suis Marie Valmoury, je suis en première année de doctorat au CNRS et au CEA. Je travaille en chimie analytique. Et j'avais une question notamment sur la thématique de cette première session, à savoir la science sans fin. Donc, Monsieur Morel, vous avez terminé votre présentation par une citation de Aurélien Barraud, disant que finalement, on arrive à une courbe de prélèvement qui est supérieure à la courbe des ressources. Et je voulais savoir en fait l'aspect de finitude sur notre recherche, de manière générale, quelles que soient les disciplines, et savoir si notre recherche ne va pas être rattrapée justement par le manque de ressources. On l'a vu par rapport à la crise des transistors post-Covid, et également, par exemple, plutôt dans ma thématique, le manque d'hélium pour l'utilisation des hauts champs à RMN. Et je me posais la question, savoir si justement on ne va pas être à un moment donné bloqué par rapport à ce manque de ressources. Merci. D'abord, une bonne nouvelle, c'est que la fusion va produire de l'hélium. Un peu cher au kilo. Non, c'est vrai que c'est hyper critique, et en fait c'est aussi pour ça que j'insistais à la fin. Enfin, j'ai mentionné à la fin les low-tech et la recyclabilité, parce que en fait toutes les ressources sont critiques. Dans mon ébauche de présentation au début, j'incluais un rapport d'un étudiant de M2PIE de 2018, Antoine Limousin, qui a travaillé sur les pics d'extraction. C'est un travail sur 70 ressources, matières premières. Et voilà, d'ailleurs c'était super de rapporter ce stage. Mais bon, bref, pour dire que oui, j'en suis complètement conscient, et en fait les collègues aussi le sont complètement.